Les téléspectatrices de la RTNK, la grande radio, une grande télévision, vous êtes nombreux et nombreuses à suivre votre émission, notre émission Jeunes Débatteurs, une émission qui vous est présentée par Victorien Kondoli, dit Colvert, une émission qui donne un espace favorable à la jeunesse et pourquoi pas un espace propice pour parler de l'entrepreneuriat, du leadership, de la promotion de la jeunesse dans son intégralité, de la masculinité positive, du genre, de la parité et de l'actualité. Je ne suis pas seul dans ces studios, je suis avec des jeunes combattants, des jeunes militants, des jeunes porteurs de l'ADN du changement, du chromosome de la révolution. Vous allez les découvrir. Nous allons parler aujourd'hui une thématique intitulée de l'entrepreneuriat et les études. Il y a mariage ou divorce? L'entrepreneuriat et les études, est-ce qu'il y a mariage ou divorce? Et je vais devoir présenter les débatteurs qui sont présents dans ces beaux studios de la RTNK Bukavu. Bonjour, monsieur Faustin Banyanga. Bonjour, monsieur Victorien Kondoli. Bonjour à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de la chaîne de télévision RTNK. Merci infiniment pour l'invitation, monsieur le présentateur. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes présentateur d'une grande émission aussi des jeunes, Opinion Jeune. Comment ça évolue avec votre grande émission à la Radio Star? Merci beaucoup de me faire remarquer à ces milliers de téléspectateurs. Nous sommes bien évidemment, comme il vient de le dire, le présentateur aussi de l'émission Opinion Jeune, une émission qui accorde la parole aux jeunes de s'exprimer par rapport aux réalités, au quotidien de la vie de Bukavu, les politiques, les sociales, l'économie, enfin les jeunes en débattent. Et c'est chaque samedi, chaque aujourd'hui, à partir de 16h. En tout cas, c'est une émission qui évolue très bien et qui m'inspire aussi. Voilà pourquoi moi aussi je l'ai dit. Et pourquoi ne pas prendre la parole aujourd'hui pour débattre aussi avec les jeunes, parce que je suis aussi projet. Merci Faustin Banyanga. C'est vraiment une émission, on y passe souvent. C'est vraiment une grande émission comme la nôtre aussi. Nous tenons vraiment à saluer et encourager cette promotion de la jeunesse. Vraiment, ça nous fait vraiment du bien. Merci. Oui, je suis également avec Prem Mouchagaloussa. Il est défenseur des droits humains dans l'organisation Union des jeunes défenseurs des droits humains, une organisation qui défend les droits humains dans son intégralité. Je pense que vous avez la parole pour nous parler un peu des Unions des jeunes défenseurs des droits humains, comment elle va, tout ça. Et c'est vraiment un grand plaisir de vous recevoir dans ces beaux studios. Oui, merci encore une fois pour la parole. Bonjour tout d'abord à nos très chers téléspectateurs et nos téléspectatrices qui nous suivent en ce moment. Comme vous l'avez si bien dit, je suis Prem Mouchagaloussa, membre de l'Union des jeunes défenseurs des droits humains. J'œuvre dans cette organisation des jeunes qui militent pour la défense des droits humains dans toutes leurs facettes, les droits liés à la vie, les droits et libertés fondamentales du citoyen. Donc c'est ça l'JDDH. On prône aussi la masculinité positive, on cherche aussi à promouvoir les genres et c'est ça l'JDDH. C'est de ça que nous vivons au quotidien dans le JDDH. Et c'est une joie aussi pour nous de nous présenter devant nos milliers de téléspectateurs pour leur apporter quelque chose que nous connaissons et qui nous ronge souvent les cœurs et aussi leur parler de ce que nous pensons de notre société et peut-être apporter des idées sur ce que l'on voudrait à ce que notre société puisse devenir. Merci Prem Mouchagaloussa. Et je rappelle à nos téléspectateurs et téléspectatrices qui peuvent nous envoyer leurs textos sur les numéros affichés sur les bancs de l'écran. Ils peuvent nous donner leur point de vue, mais ne nous appelez pas s'il vous plaît. Et nous allons parler de la thématique intitulée, comme nous l'avons dit dans les préambules, de l'entrepreneuriat des jeunes et des études universitaires ou scolaires. Est-ce qu'il y a mariage ou divorce entre ces deux? Est-ce qu'on peut exercer l'entrepreneuriat tout en état au banc de l'école? C'est la thématique que nous allons débattre. Monsieur Faustin Banyanga, qu'est-ce qu'on peut d'abord attendre de l'entrepreneuriat selon vous? Qu'est-ce qu'on peut vraiment retenir de ces mots-là? Merci beaucoup.
Je m'excuse de revenir un peu en arrière. J'ai oublié de présenter à toute la nation tanzanienne Bolé, parce que nous avions perdu en Afrique une icône, de John Magufuli. Moi, je mets déjà l'article devant les noms parce que pour moi, ça deviendra une école. Et Magufuli nous a appris beaucoup de choses. Il est mort, paix à son âme, et que Dieu l'accueille entre ses bonnes mains. Oui. Et dans son royaume. En tout cas, Oui, l'actualité vraiment s'impose. Oui. C'est vraiment une émission aussi qui marche toujours de pair avec l'actualité. Oui. Et je ne sais pas, qu'est-ce que vous retenez d'abord de la vie de Magufuli, parce que c'est vraiment un homme leader, c'est un chef d'État tanzanien, mais lorsqu'il est mort, c'est toute l'Afrique qui souffre, que c'est toute l'Afrique qui pleure, c'est grand baobab perdu comme ça. Alors, qu'est-ce que vous retenez de la vie de Magufuli? Je retiens une phrase de Magufuli. Il dit haiko kila venye banabaletea njo bya muzuri, haiko kila mtu njo anabapenda. Et là, il s'adressait au peuple africain qui a toujours besoin d'attendre que quelque chose puisse venir de l'extérieur. Les Africains que nous sommes, nous pensons que ce qui est africain, ce qui est congolais, ce qui est rwandais, ce qui est tanzanien n'est pas original, n'est pas authentique, alors que, à vrai dire, nous avons des potentialités en Afrique que nous devons exploiter. À travers Magufuli, j'ai appris l'africanité. J'ai compris que l'Afrique a de quoi offrir au monde et de quoi c'est dire qu'elle est fière, l'Afrique. Donc, Magufuli, pour moi, il représente la grande âme, les Mahatma, le Gandhi africain, je vais le dire, parce que dans lui, tout Africain s'est retrouvé dans son cœur. C'est pourquoi les milliers de Congolais l'ont plairé, nous l'avions plairé, je le plaire maintenant parce que c'est un président qui a continué dans l'idéologie des Ujamaa, une idéologie prônée par Julius Nyerere. On comprend avec vous, monsieur le présentateur, que c'est une grande perte pour l'Afrique et nous devons plairer ça. Mais qu'est-ce que cela ne tienne? Derrière Magufuli, nous devons avoir d'autres Magufuli. Des petits Magufuli. Des petits Magufuli. Qui sont en pépinière. Exact. C'est pourquoi j'ai dit, moi j'appelle désormais les Magufuli. Les Magufuli pour que l'on comprenne que ça doit être une école de la formation idéologique de ce qu'avait Magufuli dans sa tête de l'Afrique de demain. Parce que vous suivez ces vidéos, vous suivez ces mythes, vous sentez que c'est quelqu'un qui a la rage du développement, il a l'ambition de changer l'Afrique en un claquement des doigts. Alors africaines, Congolais et Congolaises, nous venons de perdre un Africain, un vrai. Comme Lumumba, donc on pourrait alors, est-ce qu'on ne pourrait pas souhaiter alors avoir des écoles comme des Magufuli et des Lumumba, des idéologies, si nous les mettons ensemble, c'est déjà une grande force. Ils ne se contredisent pas, ce sont les écoles que nous devons bien évidemment promouvoir, travailler là-dessus. Magufuli, il est le héros du moment. Pour moi. Il est la synthèse, il est la somme de Lumumba, la synthèse de Julius Nyerere. Donc il restera vivant dans nous. La synthèse de tous ces héros qui nous ont quittés. Alors pour nous, parce que tous ces gens-là sont morts avant nous, on nous apprend seulement l'histoire. Mais nous, cette fois-ci, notre génération a vécu pendant les règnes d'un grand héros que nous aussi même nous Nelson Mandela, nous avons vécu son moment. Mandela, il est arrivé lorsqu'on était encore trop beau, on n'était pas trop âgé, on n'avait pas l'esprit de commenter même l'actualité. Mais avec Magufuli, désormais, nous avions vécu son mandat, sa gestion, et je suis persuadé qu'il inspirera la jeunesse que nous sommes dans notre manière de gérer. Donc, je ne serai pas un gouverneur demain, président de la République, sans pouvoir imiter quand même Magufuli. L'humilité, il a été humble, vraiment, c'est quelque chose à saluer. C'est vraiment un grand leader, c'est un grand baobab que l'Afrique vient de perdre. Et par rapport à la thématique du jour, on aimerait savoir de quoi consiste-t-elle donc l'entrepreneuriat dans quelques mots. Voilà, l'entrepreneuriat c'est beaucoup plus idéologique, scientifique, parce que l'entrepreneuriat voudrait que ce soit l'ensemble de stratégies, l'ensemble de mécanismes pour déclencher une activité beaucoup plus économique dans le but de s'auto-prendre en charge. C'est comme ça que moi je définirais l'entrepreneuriat si ça ne dépendait que de moi. Là, je ne suis pas dans la définition
originel parce que je ne suis pas un homme de lettres pour que je sache vraiment qu'est-ce que c'est l'entrepreneuriat. Mais en ce que moi je sache personnellement, je suis persuadé que l'entrepreneuriat, c'est l'ensemble de mécanismes, de procédures, de voies dans lesquelles on peut s'investir dans une activité beaucoup plus économique afin de garantir sa prise en charge ou bien son autonomie. Voilà, Oui. D'entrée des jeux, est-ce que vous êtes jeune entrepreneur? Parce qu'on va vous entendre parler, apparemment vous avez déjà essayé de pratiquer l'entrepreneuriat, parce que la définition de l'entrepreneuriat dépend d'un entrepreneur, parce que ce n'est pas la science qui compte là-bas, mais c'est la pratique, c'est être pragmatique. Alors, est-ce que avez-vous été un jour entrepreneur ou vous êtes entrepreneur? Je suis entrepreneur. Vous entreprenez dans quoi? Ouais. Si ce n'est pas un secret. Pardon. Je vais un peu être clair. Et c'est là où je dis le magoufouli. Parce que chez nous, quand on fait quelque chose, on a tendance à négliger le poids de ce que l'on fait. On pense que, comme je n'ai pas ouvert une grande boutique, un grand kiosque, je n'ai pas ouvert un grand magasin, je n'ai pas quelque chose de ouf, donc vaste comme ça, donc je n'entreprends pas. Donc, chez nous, on a tendance à minimiser ce qu'on fait. Alors que tu peux être un vendeur de l'eau, comme nous le voyons, les enfants qui vendent de l'eau dans un bassin, ils circulent dans la ville, et quand tu lui poses la question, c'est avoir un grand magasin, c'est avoir de grandes choses, mais dans les petites choses, on estime qu'on ne l'est pas. Et vous entreprenez dans quoi? Parce qu'on a besoin de ces petites choses, parce que l'entrepreneuriat ne voit pas, on ne voit pas seulement des grandes choses comme vous venez de le dire. Si ce n'est pas un secret, vous pouvez nous le dire avant que nous passions la parole après. Je ne suis pas issu d'une famille trop riche, ni très pauvre, mais j'ai appris à travers le système Yama Publiphone, j'ai beaucoup œuvré dans ces domaines-là, étant petit, ça m'a beaucoup plus aidé. J'ai commencé à travailler dans le Publiphone, comme il m'a appelé les éditions ici chez nous, depuis que j'étais encore à l'école primaire. Et c'est une activité qui est négligée aux yeux de tout le monde, parce que la vente des CD, l'envoi de musique dans les cartes de mémoire, pour nous à Bukavu, on veut rendre ça quelque chose de trop léger, de trop vilain. Mais moi, personnellement, j'y ai investi beaucoup d'années. Et aujourd'hui, je suis à l'université. Ça me paye les études. Ça me paye bien. Parce que moi, je ne dépends pas de mon père. Mon père, il est là, il a pris de l'âge. Je me débrouille à travers ce Merci Faustin. Je pense que pour ne pas monologuer, vous aurez le temps encore de nous parler de votre entreprise, parce que ça fait vraiment du bien d'avoir des initiatives pareilles. Ça, nous saluons. Monsieur Prem Chagalousa, vous avez suivi la définition que Faustin Banyanga a donnée par rapport à l'entrepreneuriat. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ou à compléter, et par rapport à votre vie, est-ce que vous êtes entrepreneur ou vous souhaitez un jour devenir entrepreneur? Oui, merci pour la parole. Je tiens tout d'abord à saluer Faustin pour son initiative créative. Vous connaissez, monsieur le présentateur, on est dans un système qui nous impose à ce que l'on ait quand même une petite activité qui puisse nous aider à survivre au quotidien. On est dans un système où on est, je dirais, abandonné à notre triste sort par les gens qui devraient nous prendre en charge. Et que donc, si du moins on s'est dit en tête que l'on doit quand même demeurer sans pour autant faire quelque chose dans la vie, et quelque chose qui soit supplémentaire à ce que ton père ou tes parents peuvent te donner, puisque à eux seuls, ils ne peuvent pas parvenir à répondre à tous tes besoins. Bien évidemment. Et que donc, les systèmes dans lesquels on est nous imposent quand même à avoir quelque chose, à faire quand même quelque chose. Sauf que on se retrouve quelque part aussi étouffé. D'une part,
on est abandonné. D'une autre part, on est étouffé par les gens qui devraient être là pour nous prendre en charge, qui sont nos responsables politiques. En parlant des responsables politiques, vous voyez oui, je vois quel genre de personnes? Je vois les gouvernements qui doivent promouvoir les gens dans l'entrepreneuriat. Donc, les petits commerces, on dit que il n'y a que les nationaux qui peuvent faire ça, mais on commence à voir que même les étrangers commencent à faire ça. Et quelque part, ça nous étouffe, nous, qui devons quand même nous lancer dans ce genre d'activités et avoir quand même quelque chose. Et aussi par les histoires là-bas des taxes, on est totalement étouffé. C'est pourquoi quand vous m'avez posé la question de savoir si je suis aussi entrepreneur ou quoi, je me suis quand même réservé. Je me suis réservé de crainte que l'on ne puisse pas me poursuivre avec ces histoires là-bas des taxes sous prétexte que j'ai fait quand même quelque chose. Non, c'est garanti constitutionnellement, comme vous l'avez dit, à l'article même 35 de la Constitution, qui prend en charge et qui encourage même les nationaux à pratiquer les petits commerces. Les gens qui nous étouffent comme ça, ce sont des gens qui font également tout pour cramponner même la Constitution. Donc pour eux, la Constitution ne leur dit rien. Donc je ne sais pas si je peux les assimiler aux inconscients. Et que donc je me suis réservé à cette question. Mais si du moins on peut s'inspirer du système européen, c'est vrai. Là, ils ont quand même une vie luxueuse, une vie quand même qui soit plus meilleure que celle que nous menons ici. Mais les études et l'entrepreneuriat, ce sont les deux choses qui vont de pair. Oui, avant d'aller là, pardon, avant d'aller juste décortiquer la thématique, est-ce que vous pouvez d'abord nous donner, selon vous, la compréhension par rapport à la thématique du mot entrepreneuriat, pour que nous puissions attaquer vraiment la thématique dans son entièreté? Est-ce que vous pouvez d'abord nous donner la compréhension? Oui, l'entrepreneuriat, c'est quoi? Donc, c'est toute activité qui peut facilement vous permettre d'avoir quelque chose. Donc, une activité lucrative. Une activité faite dans le but d'obtenir quelque chose en termes de l'argent. Et vous cachez cette activité-là que vous pratiquez? Personnellement, j'ai mes raisons qui font en sorte que je ne puisse pas les dire comme ça publiquement. Et d'ailleurs, je l'ai déjà dit, ce n'est même pas... Donc, vous êtes jeune entrepreneur? Je suis bien sûr un jeune entrepreneur, mais de crainte que je ne puisse pas être poursuivi pour les user là-bas des taxes alors que je n'ai rien. Aujourd'hui, vous pouvez voir facilement quelqu'un qui met les $100 dans l'activité, mais du coup, on lui apporte les taxes de $150, $200 pour justement l'étouffer. Et ça, c'est un problème. Mais si on entre dans les fins fonds alors du sujet... On ne saura pas où est-ce que vous travaillez. La thématique d'abord. Oui, est-ce qu'il y a un mariage entre études et entrepreneuriat? Je dirais qu'il y a les mariages. Mais nous avons du mal à parler de ces mariages dans notre système éducatif. Là je parle des études. La façon dans laquelle nous travaillons. Donc, vous allez à l'école, à l'université de 8h à 17h. Ça ne permet pas vraiment aux gens de penser à d'autres choses. Mais si on s'attache au système européen, prenons même l'exemple de la Belgique. En Belgique, vous pouvez voir facilement les gens étudier pendant 2 heures. Et après ces 2 heures, ils prennent 2 heures aussi de pause pendant lesquelles ils doivent faire quand même quelque chose, faire des activités qui peuvent leur apporter des choses. Et là, vous trouvez des gens, des étudiants qui se paient facilement les études parce qu'ils sont dans de bonnes conditions. Voyez-vous ça? Pourquoi envier toujours l'extérieur? Pourquoi pas ne pas se baser sur notre vie? Je ne suis pas en train d'envier l'extérieur. Je ne suis pas en train d'envier. C'était juste l'exemple pour vous dire qu'il y a quand même les mariages. Donc, le fait pour moi d'être loin de l'auditoire ne m'empêche pas nécessairement à faire quelque chose qui puisse m'aider aussi à survivre. Et surtout, lorsqu'on est déjà majeur, on a déjà atteint
18 ans. On ne doit pas tout attendre de ses parents. Oui, merci. On ne doit pas tout quand même. On ne doit pas se focaliser sur les moyens de ses parents. Les histoires là-bas des transports, des savons, tout ça. On doit déjà commencer à songer sur comment obtenir certains ça. accessoires. Et merci. L'entrepreneuriat quand même est une bonne chose. Merci, M. Prem Mouchagaloussa. Et je vais devoir donner la parole à Faustin Banyanga, qui nous a dit, il nous a même parlé, il nous a même exposé de son expérience, qui lui, il était entrepreneur depuis le bas âge, depuis l'école secondaire, et maintenant il est juriste en pépinière à l'université officielle de Bukavu. Et est-ce que, Faustin, selon vous, parce que vous vivez déjà cette vie, est-ce que quelque part l'entrepreneuriat vous avez bloqué pour vos études? Est-ce que vous pouvez dire qu'il y a un mariage ou il y a divorce entre les études et l'entrepreneuriat? Bon, permettez que j'y arrive. En fait, je pense que, en principe, il devrait y avoir mariage. Et comme il n'y a pas de mariage, je vais dire qu'il y a divorce. Je m'explique. Ce n'est qu'en RDC où les gens étudient sans savoir qui deviendront-ils demain. Parce que l'avenir, on ne nous le garantit pas. On ne nous dit pas, vous qui faites le droit aujourd'hui, vous qui faites la médecine aujourd'hui, vous qui faites la sociologie aujourd'hui, où irez-vous après vos études? Donc, on va tous à l'école, juste parce que l'actualité l'oblige, le modernisme l'oblige, parce que papa t'y envoie. Bien sûr, il y a des jeunes qui y vont parce qu'ils ont l'ambition, ils veulent devenir tels comme moi. J'y vais parce que j'ai une ambition, mais c'est pas certain. C'est pas certain. Donc, je ne sais pas si je deviendrai la personne que je rêve à travers les études, parce que je ne sais pas ce que mon pays me garantit. Ailleurs, parce qu'on suit quand même l'actualité mondiale, ailleurs, vous verrez, on l'étudie par programme. Tout le monde ne va pas dans une faculté comme il respire, parce qu'il veut seulement. Il y a des critères. Dans telle année, on voudra avoir autant d'agronomes. On doit avoir dans des facultés un nombre X d'agronomes, parce qu'on va les lancer dans les marchés et ils vont avoir facilement de l'emploi. Et chez nous, il n'y a aucune politique pareille. Parce que l'université ou la faculté doit résoudre un problème donné dans une société déterminée. Merci beaucoup. Est-ce que nos universités sont focalisées sur cette idéologie-là? Voilà. Créer l'université dans le but de résoudre un problème. Chez nous, on a un problème, mais on ne crée pas des universités pour ça. On crée des universités, je ne sais pas, pour seulement avoir les gens qui puissent parler bien français, et après demain, ils vont détourner, ils vont faire ça et ça. Et pour moi, je pense que la mission n'a pas été atteinte. Donc l'université, pour nous, n'a pas été créée dans la finalité entrepreneuriale. Parce que nous, on crée le demandeur d'emploi, on ne crée pas les créateurs d'emploi. Voilà un peu le problème que nous avons, les complexes. Et pour répondre à la question, il y a divorce. Pourquoi? Il y a divorce parce qu'aujourd'hui, vous allez remarquer avec moi qu'en RDC, le temps que nous passons à l'école est plus grand que le temps que nous passons à la maison. Et quand on est à la maison, on s'y pose, on s'occupe, on suppose qu'on est occupé, on suppose qu'on peut entreprendre facilement, on suppose qu'on peut se lancer dans une activité économique. Mais quand vous passez 7 jours, et quelquefois les dimanches en RDC on étudie, ça je vous apprends, 7 jours par semaine en train seulement de lire à l'auditoire, et après quand les théories comme si on va enfanter Socrate, un philosophe, un génie. Bon, bien sûr, c'est bien bon de nous former comme ça, mais vous ne nous laissez pas le temps, là je m'adresse aux autorités, vous ne nous laissez pas le temps d'aller chercher la vie. Chercher la vie, c'est-à-dire quand est-ce que je peux envisager aller chercher de l'argent. Je me rappelle, très cher co-débatteur, quand moi j'ai commencé la Jean 1, j'ai commencé l'activité de vente des valises, valises au niveau de Baba Kingazi. J'allais au marché, j'achetais pour revendre. Mais je pensais que là j'allais en Jean 1, je croyais qu'à l'université on ne va pas me prendre tout de mon temps comme on le prenait à l'école secondaire.
Et là, j'aurai le temps d'aller en même temps à l'école, et en même temps, je vais vendre mes affaires. Mais quand je suis arrivé à l'université, on me prend beaucoup de mon temps. J'ai été étouffé, je me suis dit, non, quand même, on ne doit pas travailler pour des maîtres. Soit j'abandonne les études, je travaille pour l'argent, soit je travaille pour l'argent. Mais à l'école primaire, on termine cours à 12h juste. Est-ce qu'à 12h juste, on ne peut pas déjà commencer son activité, tout ça? Si c'est la vente, commencer à vendre quelque chose à la maison. Et si c'est l'élevage, parce que l'élevage n'est pas vraiment très exigeant, on peut déjà commencer, je ne sais pas, donner de la nourriture aux petits poussins ou je ne sais pas, aux poules, tout ça. Alors je ne sais pas, est-ce qu'on est vraiment bloqué lorsqu'on est à l'école primaire? Vous savez, les lois du pays ne nous permettent pas d'avancer parce qu'on vous dira que le mineur dans le commerce, la majorité, tout ça, on est encore trop dépendant. Parce que quand on est à l'école secondaire, on est présumé à ne pas avoir 18 ans. On est présumé à être en dessous des 18 ans. Et quand quelqu'un... Parce que nous allions travailler étant mineur, vit l'impécuniosité de nos familles. On n'a pas de l'argent, on est censé se prendre en charge. On s'est dit, comme ces enfants qui circulent dans les routes, aller vendre de l'eau, maï mogo, c'est comme ça qu'on les appelle à Bukavu, je pense. Ils vendent les sachets. C'est parce qu'ils voient que, comme l'a dit Prem, les familles nous abandonnent. Pas parce qu'ils les veulent, ou bien ils les veulent nos familles, c'est parce que nos parents n'ont pas de travail. Moi, mon père n'a jamais travaillé dans le gouvernement, il n'a jamais été ministre, n'a jamais été administrateur, n'a jamais été dans la fonction publique. Comment est-ce que je vais vivre? Mon père n'est pas commerçant aussi de Grand Guana. Je suis obligé de me débrouiller parce que je dois vivre. Voilà comment je vais profiter de mon petit temps de l'école secondaire. Parce que nous, en tout cas, je vous apprends, moi j'ai commencé à travailler étant trop enfant. Si vous allez même dans mon compte Facebook et vous écrivez poster Banyanga, vous allez voir des photos que je prenais en tant qu'enfant. Et je suis dans une édition, il y a des CD derrière moi. Cela donne, et ça me rappelle mon passé. Et ça me rappelle de mon passé, ça me fait beaucoup plus réfléchir à ces enfants qui souffrent aussi. En tout cas, je quittais de l'école et j'entrais déjà dans le publiphone. Dieu merci, mon grand frère avait payé une machine. Et d'ailleurs, je porte ces lunettes pour cette raison, parce que mes yeux ont commencé à voir la lumière de la machine ordinateur étant encore trop enfant. Ça a affecté mes yeux. Et puis, j'ai travaillé beaucoup. Je lisais beaucoup sur la machine. Voilà la vraie raison. Quand mon frère me laissait dans son publiphone, j'ai resté là en train de lire les dictionnaires des livres. Et puis, je me formais. Je profitais de ce temps pour me former et pour gagner l'argent. Est-ce que vous n'avez pas eu des problèmes scolaires comme ça? Je ne sais pas. D'ailleurs, j'étais toujours le premier de ma classe. Comment vous étudiez, comment vous mariez les deux choses là? C'est ce que voudraient savoir les téléspectateurs. Comment vous mariez l'entrepreneuriat et les études ne pas avoir l'échec vraiment? Là, c'est à l'école secondaire, pardon. Ça, c'est l'école secondaire. À l'université, je ne travaille plus. Mais je fais travailler quand même certaines personnes. Mais je ne travaille plus parce que je n'ai plus le temps. Mais quand j'étais à l'école secondaire, j'ai quitté à l'école. Et j'allais directement, je n'ai changé que l'uniforme et directement j'allais remplacer mon frère qui était dans le publiphone. Et quand j'arrivais, parce qu'on avait une machine, je vous l'ai dit, moi je ne lisais pas les cours que l'on a écrits à l'école. Moi je lisais des romans, je lisais des livres, les dictionnaires. Moi je mets la science étant enfant. Et les élèves de mon époque, je me distinguais parce que moi j'avais une connaissance un peu anticipée de la matière. Et je vous assure, d'ailleurs, à l'école secondaire, j'ai fini lauréat à l'école secondaire. J'ai fini à l'Institut Aki avec 80% avec mon diplôme d'État. J'étais sacré meilleur. J'étais sacré meilleur dans comment on appelait ça, dans la section, voilà, ma section sociale. En 2017, j'ai été sacré meilleur lauréat avec 80% aux examens d'État. Et c'était ça ma vie. Je quittais de l'école, j'entrais au publiphone et je lisais là. Quand les clients arrivent, je lui envoie des musiques dans la carte mémoire. Le soir, je donne le rapport à mon frère. Après, je vais le matin
à l'école, ils me donnent l'argent, je paye à mes enseignants parce que la gratuité c'est aujourd'hui, on n'a pas bénéficié de ça et on a peiné. Et malheureusement, ce n'est pas une gratuité, on parle C'est de la comme ça, gratuité. je suis désolé de parler de ma vie devant les téléspectateurs, mais je suis fier d'avoir passé par là parce que j'ai des ambitions, je rêve trop et je suis fier d'avoir Merci, passé. monsieur Faustin Banyanga. Je pense que c'est le temps de donner aussi la parole à Prem. Vraiment, nous relater de votre vie, c'est vraiment un grand honneur et je pense que nos téléspectateurs et téléspectatrices ont vraiment appris quelque chose dans ce que vous venez de dire, parce qu'on a toujours dit que la vie c'est une étude perpétuelle, on apprend partout. Mais l'université ne nous laisse pas la chance d'être étudiant et en même temps entrepreneur. C'est pourquoi vous avez dit qu'il y a divorce entre ces deux. Il y a divorce. J'ai été bloqué au niveau de l'agent, un mois qui voudrait continuer avec la vente des valises. D'un coup, ça ne m'a pas été facile d'étudier et d'aller vendre. Merci. J'ai été obligé de choisir. Merci, monsieur Prem Mchagalusa. Vous avez suivi Faustin Banyanga qui vient de soutenir vraiment une extension que l'entrepreneuriat et les études en RDC vraiment ne sont pas vraiment en mariage. Vers la fin, il a dit, il a montré, il a nuancé. Alors, je ne sais pas vous si vous soutenez toujours Mordikis qu'il y a vraiment un mariage entre ces deux. Est-ce que vous pouvez nous prouver cela? Et qu'on peut marier ces deux à la fois et réussir sa vie? Oui, Faustin vient de nous relater son expérience et il dit ensuite qu'en principe, les études et l'entrepreneuriat, il y a mariage entre ces deux, en principe. Et il évoque l'exception selon laquelle c'est à l'université où cela semble ne pas être en pratique. Mais entre-temps, il se contredit aussi quelque part parce qu'il dit qu'il est là à l'université, mais il fait travailler aussi quelqu'un d'autre là-bas. Donc, il est là à l'université, mais il fait l'entrepreneuriat. Donc, je ne vois pas la raison de cette exception. Et moi, je trouve que les deux vont vraiment de pair. Et il y a tout simplement quelque part où on peut être étouffé puisqu'on n'aura pas tout le temps pour contrôler. On ne saura pas comment les choses évoluent comme on les faisait lorsqu'on était soi-même sur le terrain. Donc, il y a le temps. Il y a quand même les mariages entre les deux. Mais aussi, il y a quelque part où, dans notre système, je l'ai déjà dit, où on est bloqué. Et Faustin est revenu aussi sur ça. On passe beaucoup de temps à l'université qu'à la maison. Et en étant à la maison, c'est à ce moment-là où on réfléchit sur ce que l'on peut faire quand même dans la vie sous forme d'une activité lucrative. Et surtout, il faut être à la fac pour voir ce qui s'y passe. Lorsque tu te décides de te lancer comme ça dans une activité, tu vas voir comment est-ce que tu seras vu par d'autres personnes. Et surtout que là, tu dois aussi régresser. Tu dois régresser, tu ne vas pas garder la même performance si toi-même tu te lances dans cette activité, puisque tu n'auras pas certainement tout ton temps pour lire tes notes, tu n'auras pas tout ton temps pour penser à ce qui sera demain à la faculté. Donc, quelque part, on est étouffé. Et cet étouffement vient du fait qu'on passe beaucoup de temps à l'école. Pourquoi les gens en Europe, bien que vous êtes en train de dire que nous voulons plus imiter, il faut imiter toujours les biens. Pourquoi en Europe, les gens, comme les étudiants, évoluent? Parce qu'ils s'efforcent à s'organiser. Et tout part d'abord du temps. Lorsqu'on vous donne, disons, vous étudiez pendant 2 heures enchaînées. Et puis après, ces 2 heures, vous prenez encore 2 heures de pause. Là, tu peux te dire facilement que tu vas travailler pendant 1 heure. Tu vas lire peut-être pendant 30 minutes et 30 minutes pour te reposer et puis encore revenir à l'université pour étudier pendant les 2 autres heures. Nous aussi, nous avons des gros amis.
12 heures. Et il y a même des étudiants qui manquent même quoi faire pendant la pause là. Ils manquent même quoi manger. Est-ce que vous ne voyez pas que tout commence par le commencement même, par la famille? Dans des universités congolaises, il y en a aussi la pause dîner. Mais il faut voir. Attention. Imaginons que l'on fait asseoir quelqu'un pendant 4 heures du temps, 5 heures même au banc de l'auditoire, et puis lui donner après 1 heure de pause. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Aller encore travailler pendant cette 1 heure ou se reposer? Qu'est-ce que vous souhaiterez alors qu'on fasse? Non. L'essentiel serait quoi? L'essentiel ne serait pas totalement d'imiter l'Occident. Mais l'essentiel, peut-être pourquoi on ne devrait pas nous donner l'opportunité d'étudier pendant peut-être 4 jours par semaine, et puis les 2 heures là-bas les 2 jours là-bas peuvent permettre aux gens de faire des petites activités pour l'entrepreneuriat. Pourquoi on ne peut pas faire ça? Ça, c'est une bonne idée. Notre système là, donc ça ne nous permet pas. Et c'est pourquoi même les gens qui ont des moyens peuvent te dire facilement que au lieu d'envoyer mon enfant aller faire l'université et faire en même temps les commerces ou une petite activité, je préfère plutôt lui dire de rester tout simplement à l'université parce qu'ils ont les moyens. Et les gens qui n'ont pas de moyens, au lieu de se calfeter uniquement sur les études, ils vont te dire qu'ils vont étendre leur champ de travail et aller même dans l'entrepreneuriat. Sauf que là, ils auront des difficultés et des retards par rapport à d'autres qui ont comme activité uniquement les études. C'est fait. Mais nous avons entendu le ministre de l'enseignement, il a vraiment dit que l'année prochaine, il y aura les cours d'entrepreneuriat et au niveau du primaire. Est-ce que vous croyez que cela va marcher et avoir des petits entrepreneurs à l'école primaire déjà? Avoir un cours de l'entrepreneuriat à l'école primaire. Oui, il y aura vraiment les cours d'entrepreneuriat où on va apprendre aux enfants comment entreprendre. Est-ce que ça sera facile aussi de pratiquer ces cours alors à la maison, tout ça, et avoir vraiment des petits entrepreneurs? Parce que pour être entrepreneur, ça ne demande pas beaucoup de choses. Ça ne demande pas beaucoup de choses, mais je ne crois pas que l'avènement de ces cours à l'école primaire va changer grand chose, puisque nous avons toujours eu ce genre de cours. Et d'ailleurs, même dans la généralité, l'ensemble des cours que nous étudions, ils ont du mal à avoir de la place dans la pratique. Nous avons, comme les gens qui font la biochimie, on leur enseigne des histoires des molécules, mais il n'y a pas de labo. Et même... Et rien aussi ne nous assure que ces cours ne viendront pas à l'école primaire, mais ne sera jamais pratiqué. Donc il faut aussi il faut les rapporter. L'entrepreneuriat, ce n'est pas seulement, comme l'a dit Faustin, ouvrir le publiphone et faire les petits. Même l'agriculture aussi, c'est l'entrepreneuriat. Et puis, lorsque vous amenez ce genre de cours et vous voulez parler de l'agriculture à l'école primaire, dans une école comme, Saint-François, et Nyamugo, où il n'y a pratiquement pas... Il n'y a pas même des espaces. Il n'y a même pas des espaces. Il n'y a pas même des passages au quartier. Vous voyez cette incompatibilité entre ces cours et l'ensemble des choses qui puissent aider ces cours à être... Qu'est-ce que vous envisagez ou vous donnez comme conseil? Est-ce qu'on peut donner, est-ce qu'on peut donner à chaque élève, par exemple, à la fin du cours, on dit, l'État se décide, il dit, on va donner à chaque élève de l'école primaire $10 pour qu'il débute, je ne sais pas, une petite donc activité entrepreneuriale. Est-ce que comme ça peut marcher ou vous avez d'autres idées? C'est une pensée, je dirais impossible, puisque hawezi ambia mtu mwenye atakukula shamba si akoneshe mpaka. Tu ne peux pas dire à l'État de commencer à donner à chaque... Et surtout, Faustin a évoqué là-bas la question de la majorité. Les enfants de l'école primaire, lorsqu'on te dit que l'école primaire est obligatoire et gratuite, ok, merci, obligatoire et gratuite, vous voulez que vous puissiez montrer aux enfants
qui devrait... Parce que là, les législateurs essaient un peu de montrer combien l'enfant est inconscient. Et lorsqu'il va comme ça à l'école, il aura toujours du mal à savoir pourquoi est-ce qu'il est là. Et puis vous dites que si on devrait commencer à les apporter ou à les amener, les 10 $, ça peut faire en sorte que les enfants... c'est un exemple, parce que l'entrepreneuriat n'est pas seulement les commerces. Amener les 10 $ à un enfant qui fait les collèges, vous connaissez très bien les collèges, un enfant qui est en première primaire, deuxième, troisième, sixième primaire, au collège Al-Fadjir, qu'est-ce qui va? Qui a peut-être des moyens, qui vient d'une famille riche, vous lui apportez 10 $, qu'est-ce que ça va faire? Qu'est-ce que ça va changer? Et surtout que lorsque leurs parents les envoient là-bas, ils ont pour but de faire étudier leurs enfants sérieusement. Vous voyez? Donc les 10 $ là-bas, ce n'est pas vraiment une bonne idée. On pourrait peut-être dire, on pourrait peut-être amener cette stratégie peut-être à l'université, où il y a des gens déjà qui savent réfléchir et qui ont peut-être des soucis pour se payer. Mais Faustin, il était petit, mais il a commencé l'activité entrepreneuriale. Faustin a si bien dit, il a si bien dit, parce que il dit au départ qu'il avait fait ça parce qu'il avait estimé que son père n'avait pas tous les moyens pour lui faire avancer. Et donc, il estime que les moyens dont son père détenait ne pourrait pas lui permettre. Et même sa mère venait aussi de mourir. Donc, mais comme c'est à l'école, il s'est pratiquement retrouvé dans une situation de pékin. Comme c'est à l'école, comme c'est à l'école secondaire, à l'école primaire, vous l'avez dit, est-ce que ça sera comme un cours? Donc c'est un devoir pour tout le monde de commencer l'entrepreneuriat. Donc c'est un non-événement alors. C'est un non-événement, puisque ça sera les cours tout comme la géographie, tout comme les dessins, tout comme la calligraphie. Donc aujourd'hui, on étudie. Et attention, si vous apportez ces cours aux gens de l'école primaire, alors que les étudiants de l'ISDER eux-mêmes, ils ont du mal à matérialiser ce qu'ils apprennent à l'ISDER, comme des TD. Et ils souhaitent être dans des beaux bureaux. Donc il n'y aura pas les changements alors. Les changements, ça peut être le jour où tout le monde se rendra compte qu'il a une fonction, qu'il a un travail à faire pour sa nation. Mais aussi ces jours-là, c'est quand? Ce n'est pas maintenant. Non, c'est n'importe quand. Le jour où ça ne peut pas tomber d'un coup et s'étendre à tout le monde au même moment. Merci, les autres aussi vont changer. Nous donnons la parole à Faustin Banyanga qui va nous dire qu'est-ce qui bloque les activités entrepreneuriales ici dans la ville de Bukavu. Comme ça, je pense que le temps nous presse et vous serez cette fois-ci trop synthétique. Merci, je regrette que je serai trop synthétique malheureusement. En fait, je voudrais que l'on réfléchisse de façon aussi métaphorique, un peu imagée de ce que vous avez posé comme question après. Vous dites que désormais, on va commencer à apprendre aux enfants, ou bien aux élèves, l'entrepreneuriat au niveau de l'école. Ça, c'est très bien bon. Hein? En tout cas, je félicite cette initiative. Mais voici avec moi la réflexion métaphorique. On vous apprend à pêcher pendant les temps que vous devez pêcher. Est-ce que vous me comprenez un peu? On vous apprend à pêcher et on prend même les temps que vous devez aller à la pêche. Est-ce que cette pêche qu'on vous apprend sera un jour exécutée? Je ne crois pas. Comment nous apprendre à entreprendre et vous voulez nous prendre tous les temps en nous apprenant à entreprendre? Qu'est-ce que vous proposez ou je propose très simplement que quand on nous apprend, qu'on nous laisse aussi le temps de mettre en œuvre ce qu'on nous apprend. Il faut pas nous apprendre quelque chose. La théorie en RDC est vaste. Mais il y a beaucoup de stages, tout ça. Mon frère, allez-y au stage. Les stages, bon, ça va, c'est bien. C'est les stages. C'est les stages, j'accepte, c'est les stages.
Bon, je vais revenir à ce qu'a dit Prem. Il a estimé que je me suis contredit quelque part quand j'ai dit que j'étudie, mais j'ai fait travailler quelqu'un. Non, je ne me suis pas contredit, mais plutôt j'ai évité d'être égoïste. Hein, parce que j'ai réfléchi au nombre d'étudiants qui sont à l'université. Vous allez voir, à l'université, c'est presque ça, c'est là où sont tous les jeunes du quartier. Je me demande s'il y a encore des jeunes au niveau du quartier. C'est tous les jeunes qui sont à l'université et vous allez voir que personne ne produit l'argent là-bas. On produit l'argent dans la tête, dans l'avenir, dans le futur. Parce que tout le monde estime que demain, je serai tel, demain, je serai. Mais personne n'est né dans le présent. Et nous voulons que le pays avance. Trop cher. Et on paye trop cher. Et nous dépendons. Ailleurs, on vous dira que c'est la masse juvénile qui est beaucoup plus productive. Mais chez nous, c'est l'inverse. Pourquoi on demandera à ce que le vieux aille en retraite alors que ce sont les vieux qui prennent les jeunes en charge? On a du mal à demander à l'administration publique de licencier tous ces vieux qui ont déjà pris la barbe blanche, qu'ils aillent déjà se reposer. Parce qu'on sait que si on dit à mon père ou bien au père de Victorien, parce que moi mon père ne travaille pas dans l'administration, on dit au père des Prem, désormais vous êtes licencié. Comment va vivre Prem? Comment va-t-il? Il va travailler, il va étudier, allais-je dire. Donc, vous sentez que la jeunesse, on lui dit vous êtes l'avenir de demain. Vous allez à l'école. Et non le présent. Et non le présent. Vous, c'est demain votre tour. Alors que demain, et demain, c'est quand? Alors que nous sommes majoritaires, c'est nous qui sommes très nombreux, c'est forcément dire que c'est nous qui devrions beaucoup plus produire plus de richesses à ces pays. Mais ces pays, les pays, la RDC, votre pays qui est aussi le mien, ne nous donne pas cette chance-là de nous mettre au travail, de travailler, comme Prem l'a dit, à l'ISDER. On forme les TEDER. Mais on ne laisse pas à ces TEDER-là le temps d'aller pratiquer ce dont ils apprennent, bien ce dont ils apprennent. Mais certains négligent même la pratique après l'université. À moins que l'on soit bête pour étudier pour un domaine que l'on ne sera pas même d'embrasser. Merci. Je voudrais partager avec vous une certaine petite expérience observée. Dans une minute alors. Mon frère, aujourd'hui vous avez des gens qui conduisent les bajaj. Pas tout place, bajajistes. Ces gens font entrer beaucoup d'argent au détriment de ceux qui sont à l'université. Et demain, nous allons quitter l'université. Ce sont les mêmes bajajistes là qui n'ont pas été à l'université auprès de qui nous allons demander du travail. J'ai l'honneur. Mes chers amis, exigeons au gouvernement congolais de nous faire même un programme américain. Au vendredi, on doit arrêter les cours. Samedi, d'ailleurs, je félicite l'université officielle des catholiques de Bukavu, ICB, qui a compris que les étudiants ont besoin du temps même pour aller à la bibliothèque. On doit aller à la bibliothèque même pour lire. Chez nous, on manque même le temps d'aller lire. De faire la lessive. La lessive, on en manque. Dimanche, on est à l'église. Donc, la RDC doit importer cette fois-ci ces systèmes de bien gérer les cours et les temps. Les temps, c'est l'argent. On ne doit pas tout Merci, prendre. je pense que c'est votre conclusion déjà. En tout cas, j'estime avoir beaucoup parlé. Oui, nous donnons la parole à M. Prem Mchagalousa pour nous donner votre conclusion par rapport à l'entrepreneuriat et les études, mariage ou divorce. Quelle est votre conclusion? D'après tout, en conclusion, je peux dire que le fait pour nous d'être à l'université ne nous empêche à rien et encore à rien de faire quelque chose qui puisse nous aider à servir pour les besoins primaires. Aussi, j'interpelle notre gouvernement. On ne doit pas demeurer dans un système qui ne nous permet pas d'avancer, où on essaie un peu de préconiser la théorie au détriment de la pratique. Je voudrais assez que la pratique puisse avoir une place très préconisée par rapport à la théorie. Cela devrait nous permettre à bien faire, à devenir quand même ce que l'on veut devenir en faisant l'université. Aussi, l'entrepreneuriat. Je voudrais aussi appeler aux entités territoriales décentralisées
à l'instar de la commune et de la ville, Bien à ne évidemment. pas étouffer les jeunes entrepreneurs avec les histoires là-bas des taxes. Aujourd'hui, on peut avoir besoin de faire quelque chose, mais On est quand bloqué. on va vous apporter, la liste des taxes que vous allez payer, vous retrouvez dans l'impossibilité de continuer avec ce que vous désiriez faire. Merci. Donc, l'entrepreneuriat, c'est bien, mais l'État, les gouvernements doivent assainir les champs dans lesquels les jeunes... Merci, M. Prema Mouchagaloussa, M. Faustin Banyanga. C'était un grand plaisir de vous recevoir dans ce beau studio de la RTNK. Merci beaucoup, cher Victorien. Je dis merci beaucoup à tous ceux qui nous ont prêté oreille attentive et ceux qui nous ont regardés. C'était un plaisir partagé. J'espère que ça ne sera pas la dernière fois pour réfléchir ensemble sur le problème de la société et le Congo. C'est nous jeunes qui devons le changer. Il faudra que la jeunesse parle de plus en plus. Merci abondamment. Merci, Faustin Banyanga. Merci, M. Prema Mouchagaloussa. C'était un grand plaisir de vous recevoir dans ce beau studio de la RTNK. Merci, c'était un plaisir partagé et merci à tous les téléspectateurs qui nous suivent jusqu'à la fin. Et très chers téléspectateurs et téléspectatrices, nous sommes à la fin de notre émission, une grande émission Jeunes Débatteurs, une émission qui donne un espace favorable à la jeunesse, un moment propice pour débattre sur la promotion de la jeunesse, le leadership de la femme, le leadership de la jeunesse, la masculinité positive, la parité hommes et femmes, et pour ne citer que cela. Nous profitons de cette occasion parce que nous sommes dans les mois de la femme pour saluer toutes les femmes leaders, les femmes porteurs de l'ADN du changement, du chromosome même de la révolution. Je vois toutes les cheftaines scouts de la ville de Bukavu, je vois la cheftaine Lysine, Jacqueline Bitondo, je vois aussi Germanie Kondoli qui était présentatrice de cette émission, je vois toutes les femmes militantes, je vois toutes les femmes de l'Union des jeunes défenseurs des droits humains. Vraiment, nous saluons également à tous ces jeunes entrepreneurs, les jeunes qui ont des salons de coiffure, les jeunes motards, les jeunes qui se débrouillent un peu par-ci par-là, les jeunes badjadistes comme on le dit. Vraiment, nous voyons ces jeunes, ce sont les jeunes vraiment qui vont aider notre pays à décoller. Nous disons merci mesdames et messieurs et à la prochaine occasion. Au revoir. T'as l'air épanoui. Vraiment? C'est bizarre. Je trouve aussi.